Alors, je suis Agnès Vernet, Je suis Quentin Pommier. je suis journaliste pigiste pour la presse magazine en sciences, plutôt tout ce qui concerne le vivant. Je suis le cofondateur de René Prod, qui est un studio de production durable. Ça veut dire concrètement que l'on crée des contenus audio et vidéo sur l'environnement. Je suis aussi journaliste. 2 journalistes, scientifiques, spécialisés. L'environnement, l'énergie, le climat, le vivant, c'est leur créneau. Comment travaillent-ils ? Comment trouvent-ils les bonnes sources ? Construisent-ils un bon réseau de contacts ? Et mettent-ils en place une veille efficace ? C'est ce qu'ils vont nous raconter dans ce 6e épisode de Pastille Verte, le podcast pour mettre du climat dans vos sujets. Je suis Louise Régent, je suis journaliste, comme eux. Épisode 6, sources, contacts et veille. Comment travaillent les journalistes spécialisés environnement ? Les bonnes sources, les bons contacts, c'est vraiment la valeur ajoutée du journaliste. C'est ça notre petit truc, c'est ça qui fait qu'on va être capable de traiter un sujet et de traiter un sujet de manière efficace dans un temps court, parce que c'est quand même ça la presse. Le réseau, c'est vrai que c'est un point extrêmement important du travail quand on est journaliste, et surtout quand on bosse sur les questions environnementales et scientifiques, parce qu'il faut savoir à qui on s'adresse. De croire qu'on peut débarquer sur un sujet compliqué comme ça du jour au lendemain et de faire un papier en 2 heures qui va être génial, bon, c'est avoir les chevilles un peu élevées, il faut avoir pris le temps de se spécialiser et de rencontrer des experts. Mais alors, comment ces experts, comment ce réseau, on le construit ? Et le réseau, il se crée un petit peu tous les jours. Moi, je crois que ma mission quotidienne, c'est de récupérer 1 ou 2 numéros de téléphone par jour à entrer dans mes tablettes pour toujours avoir effectivement l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui pourra me répondre de façon précise sur tel ou tel aspect. Il y a des plateformes qui permettent de voir qui écrit des articles de recherche scientifique. Moi, je vais préférer les experts du domaine public, c'est-à-dire des gens qui sont publiés avec mes impôts, des gens qui ne vont pas gagner d'argent parce qu'ils m'ont parlé à moi et donc dont la parole va me sembler plus légitime. Ça n'empêche que ces experts peuvent avoir des engagements, ils peuvent également avoir représenter une position mineure dans la sphère scientifique. Et donc je vais essayer d'évaluer ça aussi par rapport à qui les cite. Donc je vais aller regarder si les autres chercheurs vont les citer et s'ils les citent de manière positive ou négative. Parce que s'ils les citent pour dire c'est nul ce que machin a fait, éventuellement je vais m'interroger. Et du coup, tu lis les articles scientifiques en détail ? Alors je lis les articles scientifiques en anglais. Et ça c'est la base en fait du métier. À un moment donné, il faut aller aux sources primaires. Et est-ce que tu comprends toujours tout ce que tu lis ? Alors je ne comprends pas tout ce que je lis, mais je pose des questions. Je pose des questions bêtes, je reviens sur les définitions, je me fais expliquer l'article, et je me fais expliquer l'article pas seulement par son auteur, mais également par quelqu'un qui n'a pas contribué du tout à ses recherches. Et là, on va se construire une culture et on va comme ça commencer à comprendre ce qui est intéressant dans le papier et où sont les bons experts pour en parler. Ça se fait avec les rencontres que l'on peut faire au fil des reportages ou au fil des interviews. Ça, c'est clair que c'est toujours précieux. À chaque rencontre, je parle de colloques, de conférences, de réunions. En visio, ça se passe aussi. Je demande tout le temps les numéros de téléphone de chacun pour qu'on puisse se recontacter plus tard. On peut aussi noter les noms des personnalités ou des institutions qui apparaissent, à la radio, à la télé, dans les articles dans la presse ou sur le web. Et pour ça, il faut lire beaucoup. Le bon interlocuteur, cela peut être un scientifique ou un prof de fac. Je vais aller chercher en effet des profs de fac, parce que les profs de fac ils aiment bien en effet parler aux gens. Je vais aussi aller chercher des gens dans les laboratoires du CNRS. Je vais avant tout aller chercher des gens qui sont compétents sur le sujet. Moi, c'est ma première priorité, c'est ça. Un bon expert, c'est quelqu'un qui va être capable de répondre à mes questions. De se prêter au jeu, de comprendre que mon lecteur, il a besoin qu'on lui explique les choses, qu'il a des préoccupations qui ne sont pas forcément les mêmes que les questions scientifiques, et va faire ce job de vouloir amener la science au niveau du public.
Il faut aussi prendre le risque à un moment donné de tester des gens jeunes et des gens nouveaux avec lesquels on n'a pas forcément déjà interagi pour voir s'ils n'ont pas à la fois une façon de présenter les choses et une parole un peu neuve qui va enrichir notre papier. Bien sûr, ça se fait pas vite, hein, ça prend du temps de se créer du réseau. Après, il faut faire cette démarche de contacter, de simplement se présenter, de dire pourquoi on travaille, pour qui, comment, d'être mis ensuite en relation avec d'autres personnes du réseau de notre premier interlocuteur et pour remonter cette petite chaîne, voilà, pour que cette chaîne finalement soit sans fin et qu'on puisse récupérer le maximum de contacts. Et il est crucial de choisir ses interlocuteurs, de ne pas laisser parler n'importe qui. Il faut que les intervenants soient crédibles, bien identifiés, légitimes, pour éviter les fake news. Et quand on n'est pas sûr de soi, on peut faire appel à des confrères, des consoeurs, des journalistes dont c'est vraiment le domaine de prédilection, pour leur demander d'intervenir. Quand on est journaliste, pour faire un papier, faire un reportage, bref, faire notre métier, on a besoin de sources d'informations. Les publications, les études que nous lisons, mais aussi les personnes que nous interrogeons. Experts, associations, ONG, qu'elles veuillent rester anonymes ou non, qu'elles acceptent d'être interviewées ou qu'elles nous parlent seulement en off, donc de manière officieuse. Nous ne sommes pas, nous, journalistes, ni donneurs de quelques leçons que ce soit, ou apporteurs de connaissances de façon directe. Ce n'est pas nous qui sommes à la source de la connaissance. Donc il faut aller chercher effectivement ceux qui sont à la source. En l'occurrence, dans mon domaine, que ce soit l'environnement ou les sciences, et je trouve que les deux sont extrêmement liés, l'idée, ça va être effectivement d'aller chercher les personnes qui sont aptes à parler de tel ou tel sujet. Ça passe d'abord effectivement par le profil de la personne, par son cursus, on va dire, sa spécialité. Est-ce que cette personne est océanographe? Est-ce qu'elle est, biologiste marin? Ou alors peut-être même explorateur ou spécialiste du vivant? Tout le monde a une étiquette, il faut bien l'identifier pour savoir exactement sur quel propos cette personne va être crédible. Tout le monde n'est pas bon pour parler de tout. Et il faut vraiment faire l'effort effectivement de s'adresser à la bonne personne pour donner la bonne info. Et alors, comment sait-on qu'une source est crédible ? Que l'on peut faire confiance à l'information qu'elle nous donne. Le titre, évidemment, de la personne. Moi, j'aime aussi savoir quel a été son cursus universitaire, dans quelle spécialité cette personne s'est dirigée, pour savoir effectivement sur quoi je peux aussi l'interroger. Ses parutions, ça me paraît important, et aussi la structure pour laquelle cette personne travaille. Est-ce que c'est un centre de recherche, est-ce que c'est un institut, et comment aussi est financé cet institut ou ce centre. C'est important de savoir d'où viennent les fonds, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de façon légitime, si un institut reçoit des fonds de tel ou tel organe, de telle ou telle structure, privée ou publique, il y a peut-être effectivement des problèmes parfois de conflit d'intérêts, et moi j'aime avoir une source qui est claire et transparente par rapport à ça. Et parfois, on peut avoir de belles surprises. Lors de différents reportages, on voulait donner la parole à une asso pour faire naître le débat, pour donner aussi parfois d'autres points de vue. Une asso qui paraissait déjà, rien que sur Internet, extrêmement bien implantée. Le site était extrêmement pro, les visuels étaient jolis, on avait des beaux logos, des logos de gros partenaires. Tout ça nous paraissait assez solide. Et il se trouve effectivement que cet asso n'était en fait qu'une seule personne dans son petit bureau, que les articles avancés sur le site étaient pas faux, mais en tout cas qu'il y avait des chiffres qui n'étaient pas sourcés, qu'on n'arrivait pas à recouper avec d'autres articles de presse ou d'autres rapports scientifiques sur la même question. Et ça fait partie du travail effectivement de journalistes sur ces questions environnementales et scientifiques, de prendre le temps. Et si on a le moindre doute, on n'y va pas. Pour faire un bon sujet sur le climat et l'environnement, il y a donc tout le travail de documentation, de traitement des sources, du carnet d'adresses, et puis il y a la veille média, qui permet de surveiller l'actu sur un sujet, son traitement par la concurrence, sa résonance dans l'opinion publique, et anticiper aussi de futurs angles. Alors il y a des plateformes qui permettent de avoir les publications scientifiques en amont. Par exemple, Nature a une plateforme presse sur laquelle il faut se faire accréditer et qui permet d'accéder à toutes les revues Nature, parce que Nature, ce n'est pas qu'une revue, c'est plusieurs revues, de savoir ce qui va sortir la semaine prochaine, le mois prochain. Science a une autre plateforme et toutes les revues scientifiques comme ça ont des plateformes qui permettent de surveiller ce qui va sortir. Donc on va prendre un peu de temps chaque semaine pour voir quelles sont les publications qui vont sortir. Moi, j'utilise pas mal des newsletters spécialisés
Il y a Covering Climate Now, par exemple, qui est une newsletter destinée aux journalistes qui couvrent le climat. Et donc ça peut être aussi une bonne source de choses. Et selon la temporalité dans laquelle on écrit, on peut regarder ce que sort Down to Earth, par exemple, qui est une newsletter éditée par le Guardian, où il va y avoir pas mal de choses qui sortent en quotidienne et qui vont être intéressantes pour moi de traiter sur du plus long cours pour un mensuel ou pour un format plus long et dans une temporalité plus longue. De toutes ces publications-là, elles sont en anglais. Il y a très peu de choses en français. Non, mais la science, en tout cas la science sur le climat, la science en biologie, la science en physique se fait en anglais. Tout est en anglais aujourd'hui, c'est la langue véhiculaire finalement de la connaissance scientifique, donc oui, c'est indispensable de parler anglais et on améliore énormément son anglais en travaillant sur la science. Une fois qu'on a un réseau, les gens vont aussi nous tenir au courant de ce qu'ils ont comme résultat et vont nous dire attention, il y a ça qui sort. Et donc les chercheurs vont alimenter également notre veille. On peut en effet regarder quand a lieu la prochaine COP, où elle a lieu, vérifier ça, se le noter et anticiper pour pouvoir traiter le sujet au moment en amont ou au moment où ça sort. Le fait de noter ces rendez-vous, ça permet aussi d'aller voir une publication, un journal, mais aussi une rédaction télé, radio, et dire voilà, en prévision de ce rendez-vous-là, je vais vous proposer un certain nombre de sujets et du coup, ça permet de vendre des sujets à des rédactions. Ça permet tout à fait de vendre des sujets à des rédactions. On y va, on dit il va y avoir ce rapport qui va sortir, ça va faire du bruit. Justement, moi je voudrais faire un reportage sur la loutre marine à côté de chez moi parce qu'elle était sur les listes des espèces menacées l'année dernière. On va pouvoir voir où elle en est aujourd'hui en amont du rapport qui va établir de sa situation. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Pastille verte, Sources, Contact et Veille, comment travaillent les journalistes spécialisés environnement. Merci à Agnès Vernet et Quentin Pommier pour leur participation et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.